KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Devant la maison, le chauffeur débarqua les roses. À la lumière du réverbère, Augustin y vit trembler des gouttelettes d'eau. Il retrouva dans sa poche de portefeuille le billet de 10 francs qu'il y avait glissé à même au départ. L'élégant chauffeur l'accepta avec un formalisme distant. La porte refermée, Augustin monta, portant la corbeille. Il ne voyait que les roses blanches et les rosетées, la nuit éteignant les variétés pourpres. Il se rappelait les moments hostiles de la première visite où il s'était, par timidité, tant attardé devant les roses. C'était elle maintenant qui venait à lui, petit symbole. Elle prenait les devants, ainsi qu'avait daigné faire celle qui ne s'était pas encore promise, avec une clairvoyance, une condescendance, une douceur qui l'écrasait. L'extrême distinction de leur parfum de poivre et de praline, d'une végétale et mondaine innocence, montait avec lui dans la vieille demeure. Inerte, anesthésié, Augustin perdait pied en un bonheur sans rivage. La gaieté de son corps le devançait. Il ne savait quelle légèreté incroyable commençait de bondir et de bouillonner dans ses muscles. Il continuait cependant de monter lentement, porteur des roses d'automne, en un recueillement encore terrifié, incomplètement éclairé par les premiers feux d'une effrayante joie. Chapitre 7. L'office des morts. Le cri dans la nuit. Ce fut quelques heures seulement après la rentrée d'Augustin. Cette nuit-là, le destin parla très haut. Christine dormait en une fauve lueur rougeâtre qui imitait la veilleuse, lui ressemblait en plus éteint, était une sorte de veilleuse pour songe. Il existait un objet qu'elle devait absolument trouver, un objet indispensable à bébé. Elle cherchait, en une chambre très différente de sa chambre véritable, familière cependant, et le sentiment de cette différence se promenait à travers le rêve. Elle ne voyait rien. Elle tâtonnait en des coins d'ombre rouge. Une voix disait « Ce n'est pas là, ni là, ni là ». Quelle voix ? Celle d'Augustin qui est dans la chambre. Il prend despotiquement la recherche en main. Il emporte dans ses bras quelque chose et elle suit comme elle peut, de ses jambes lourdes. Qu'est-ce donc qu'il emporte dans ses bras ? On voit son dos déjà loin. Elle suit mal, avec de lourdes jambes irremuables. Un petit gémissement, un soupir. Qui vient d'où ? Mais d'où vient-il, grand Dieu ? Mais naturellement, ce qu'Augustin emporte dans ses bras malgré tous ses efforts à elle, et son angoisse de suivre, est le souvenir de vieilles rancunes. Il emporte bébé dans ses bras. Tout s'immobilise. Une sorte de panne dans la machinerie du songe. Un coup de vent balaie les images vaines. D'autres, d'étoffes plus fortes, remontent des magasins noirs. C'est dans la vraie chambre, à la lumière de la veilleuse véritable, que battent les derniers pas de la fuite d'Augustin, dans la chambre garnie de la grande armoire et du berceau de bébé. Le petit soupir entendu surnage à peu près seul dans la liquidité nocturne retrouvée, d'un rougeâtre devenu réel. C'est bien bébé qui a gémi. Son souffle agite imperceptiblement l'arc mou des lèvres, au rythme rapide de l'enfance. Il faut pour le voir être tout près, penché sur les bleuâtres petites paupières. Christine lui rit d'amour et de pitié, sur la pointe extrême d'une tendresse dont les pleurs même n'abaisseraient pas la tension. La nuit est tiède et douce. Très grand silence. 3 heures du matin. Tous les bruits s'étalent entre des marges spacieuses. Les battements sourds, envoyés à travers la maison par la pendule de la cuisine, laissent passer le déclic métallique qui précède le chant des heures.
Un espoir en la Sainte Vierge habite ces moments noirs d'avant l'aurore. Le sentiment qu'il existe, quelque part, pour Christine et son petit enfant, en d'imprécises régions conçues sur le modèle du très haut espace, une sorte de copie agrandie de sa tendresse, un réservoir de puissance à peu près infini, et dans l'arrière-fond, un sourire royal qui ne dirait pas son secret. L'intuition s'accentue sur les mots, pleine de grâce, et « priez pour nous maintenant » de l'Ave Maria. L'Express de 4 heures du matin, dépouillé de son acuité déchirante par d'immenses étendues nocturnes, siffle et diminue dans des parties confuses de la nuit. À ce moment, bébé poussa l'inoubliable cri. Christine en sentit d'abord la pénétration indolore et filante avant l'affolement et la terreur. Un cri aigu, brutal, subit, d'animal qu'on égorge durant son sommeil. Il y eut un mouvement de la petite main entre le front et la couverture. Puis l'enfant se calma et se rendormit. L'affreux désarroi maternel heurtait autour de lui toutes les parois du possible. Ce ne peut être une piqûre, une coupure, une dent qui perce n'amène pas ce cri. La lampe éclaire les yeux clos et l'intact visage enfantin. Cette autre chose, c'est la vieille horreur innommée qui se bat, on ne sait où, contre la vie, dans les profondeurs d'un corps d'enfant. Mais quoi donc, mon Dieu ? Mais quoi donc ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Christine sanglote à petites secousses sur ses 2 mains pressées et jointes. Elle n'est pas seule à avoir entendu. Des portes s'ouvrent dans ce silence qu'elle trouvait si doux. Augustin arrive, ardent visage d'insomnie. Qu'est-ce que c'est donc ? C'est bébé qui a crié comme ça ? La vieille maman aussi est venue. Elle a jeté un peu de laine sur l'anatomie pitoyable de sa vieillesse. Elle est coiffée d'un bonnet. Ses cheveux gris fer, embrouillés par la nuit, tombent sur des yeux d'une tendresse si calme devant la douleur, ancienne connaissance. Il est bien naturel qu'elle soit là, de jour, de nuit. Cette porte s'est ouverte et elle est venue, quoi de plus simple. Mais sa présence, qui continuait si bien les soucis de Christine, qui semblait mouler sur eux, se montre brusquement comme il convient que sa fille la voie, dans sa réalité indépendante, à la seule lumière de la santé de sa mère. C'est une vieille femme malade, qui ne devrait pas se trouver au milieu de la nuit au chevet d'un enfant. « Va te recoucher, pauvre maman, va vite. Que veux-tu ? Nous ferons revenir le médecin. Augustin ira le chercher. » Les bras de Christine se referment sur le vieux corsage de laine. Puis, entassant d'un seul coup toutes ses anxiétés dans un compartiment qui lui appartiendrait en propre, où seule elle aurait pour le moment le droit de pénétrer et de s'affoler tout son soul, sans que personne y regarde, faisant pour se mêler à autre chose un effort héroïque. « Es-tu content de ton dîner, Augustin ? T'y es-tu intéressé ?» Ils s'en retournent tous les deux, la grand-mère et l'oncle vers les chambres obscures. Augustin croit sentir, venant de la cuisine où il a déposé leur tige dans l'eau, un ténu parfum de rose, petit rappel d'une immense insomnie lyrique. Christine se retrouve seule. Les rideaux s'agitent d'une ondulation longue qui descend d'en haut jusqu'au sol. Il fait du vent. Le premier vent de l'aube. De très faible amplitude, né sur place et finissant à quelques centimètres, il remue les rideaux comme un doigt. Ce cri a changé toute chose. Christine sent maintenant, perceptible dans l'air même de la chambre, un effrayant danger inconnu, comme une présence masquée, capable elle aussi de remuer des rideaux du bout de ses doigts. Toutes les craintes d'avant n'étaient rien, c'est maintenant qu'elles commencent. Il va falloir voir juste, se battre dur. Des puissances d'action désespérées se lèvent au cœur de « quelque chose d'une gravité, d'un sérieux écrasant.
Le chapelet de tout à l'heure, c'était, autant dire, rien. Une broderie, une musique, une espèce de fleur en un vase, tout ce que vous voudrez de léger. Il faut une prière forcenée, profonde, inlassable, capable d'ébranler Dieu. Christine est à genoux sur la descente de lit, contre son lit défait. Une neuvaine de messe avec communion, malgré de terribles difficultés d'horaire. Une autre neuvaine de reconnaissance après la guérison, un départ pour Lourdes et pour Lisieux plus tard. Ce sont des moments. Il faudrait dans la direction de Dieu, comme une prière perpétuelle, une tension permanente. Il faudrait qu'elle prenne chaque matin, et pour tout le jour, le sentiment d'un besoin de Dieu éperdu, précis, spécial, dans l'immense besoin général. Seigneur, celui que vous aimez est malade. Il y a des spécialistes de ces supplications-là. Elle écrirait aux Clarisse, où est Marie. Ainsi pénètre-t-elle le monde de la prière, avec cette intensité, cette clarté dans la profondeur, qu'elle partage avec Augustin en d'autres royaumes que lui, des royaumes où il n'entre pas. Dans la longue raie verticale que fait l'entrebâillement de la fenêtre, une grande dilution de la nuit tend au noir gris, au gris de brume, au gris de l'aube. L'horloge envoie à travers les briques les coups d'une heure dont le compte a commencé trop tard, peut-être 5, peut-être 6 heures du matin. Malgré quelques petits gémissements, bébé n'a pas cessé de dormir. Vous avez fort bien fait, madame. Pour toute nouvelle inquiétude, il faut évidemment m'appeler. Les 4 adultes sont là, autour du berceau. C'est le plein jour, et toute l'apparence défaite des appartements dans le désordre du matin. Le médecin, d'un œil fixe, distrait, suit quelque immobile rêverie. Fort bien fait. En somme, récapitule-t-il, ce cri qui vous a frappé, comme s'il avait reçu une blessure, et aussi naturellement les vomissements de lait. 4 biberons bien bu, n'est-ce pas? Et le 5e rejeté, mais là, franchement, envoyé net, droit, comme un beau jet. Son geste dessine la parabole. Puis adressé au bébé, un ton de reproche amical, comme d'une chose qu'on n'eût pas cru de lui dire. Voyez-vous ça? Un air de plaisanterie, mais qui reste noble, mesurée, condescendante, imprègne l'interrogatoire. Personne ne la goûte, il est vrai, aucun des adultes, ni naturellement, la petite forme somnolente. Un jeu bizarre se joue, qui change les symboles et les âges. Toute l'attitude du médecin, son détachement, sa légèreté, son apparente songerie n'est qu'enfantillage. C'est elle, la petite forme, qui possède le secret des pensées sévères. Sous les paupières mauves, ses graves yeux d'enfant malade mènent une rêverie tellement lointaine et si peu terrestre qu'aucun adulte ne pourrait se hausser à ces altitudes de méditation solitaire, au-delà de la crainte et de l'espérance. Voulez-vous que je le démaillote, docteur? Oh, un instant, madame. Je pourrais très bien prendre son pouls, comme l'enfant est là, sans le déranger. Ses yeux s'arrêtèrent non seulement sur son remontoir, mais aussi sur la brassière respirante, la fixent, la pénètrent, reviennent au chronomètre, ont l'air de retourner chercher une sorte de point de repère quelque part au fond de sa propre tête, à lui, le médecin. Quoiqu'aucun de ses muscles ne bouge, on voit très bien la double vie du regard. Intérieur, projeté devant lui, et de nouveau intérieur. Il faut que ce soit chose bien complexe, pleine de subtilité et d'inconnus algébriques que de prendre le pouls d'un petit enfant. « Assieds-toi, maman », fait Augustin à voix basse, en lui glissant une chaise. La vieille femme fait « non, non » de la tête, puis s'assied. Le docteur prononce des « oui, évidemment, oui », et autres remarques pareillement illuminantes. Son visage n'a pas quitté son air de distraction, de paresse active et capricieuse. C'est ce silence qui est insupportable, et aussi cette technique de recherche où Augustin n'a aucun repère,
dont il ne sait même pas si quelque chose la distingue d'avec les simples gestes de l'incertitude et les explorations du hasard. À quoi s'amuse cet homme ? Il redresse lentement de petits genoux pliés. Il allonge un corps pelotonné. Parfois, c'est la suréction des jambes maintenues à angle droit avec le buste pour mieux montrer leur amollissement et les longs plis de peau inutiles. L'absence de connexion est vraiment trop marquée entre des jambes d'enfant, des vomissements et un cri. C'est du hochet en forme d'anneau, pendu au petit berceau, qu'il joue maintenant, le médecin. Augustin reconnaît ce vieil anneau d'ivoire familier à sa vie d'autrefois. De très anciens moments, décollés de tout passé précis, remontent d'une enfance ressuscitée. Les yeux de l'observateur, ces fixes et profonds yeux d'énigme et de recherche, ne perdent pas de vue ceux de bébé. Toute la puérilité factice du début, disparue de partout ailleurs, s'est comme réfugiée dans le langage et sur les lèvres, en une exaspérante imitation du parler enfantin. Beau zouzou, il est beau le zouzou, il est beau. Le médecin l'agite, le balance, l'expose contre le jour, réveille un minuscule grelot d'argent qui rend un grêle son de jouets et de Noël. Le bébé le suit un instant, puis dédaigneux, retombe dans sa rêverie. Étrange minute. Toutes ces puérilités, chargées de sens obscurs, mariées à cette solennité d'un regard d'enfant, semblaient du tragique pour marionnette. Augustin sentait suinter et couler en lui une petite angoisse fine. Après tout, on ne savait jamais. Les portes de la cuisine battirent. À travers 3 pièces désertes, vint le bruit des brocs pleins, raclant sur des pierres. La grande Marie était là. Logée au creux de la nuque, avec une grande douceur technique et maternelle, la main du médecin hochait, imperceptiblement, la petite tête comme par plaisanterie, pour obéir aux règles d'un jeu, pour s'assurer que le pivot était bien graissé. Il est fort bien sur son oreiller, ce bébé-là. Ah oui, 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 il est bien. Mais bébé ne goûta pas le jeu. Une grimace de déplaisir plissa le coin de ses lèvres, et la lumière des yeux perdit toute portée métaphysique. Comme le médecin continuait son inoffensive taquinerie, la faible voix gémit. Christine contenait une sorte de tension tremblante. « Il ne faut pas l'ennuyer, » dit le médecin, gêné comme d'une maladresse. « Laissons-le, ce petit qui n'a pas envie de jouer. » Il se leva. « Rien de bien décisif, fit-il en regardant Christine droit dans les yeux, comme si toute question d'elle dût s'arrêter net au bouclier de ce regard. Et hâtif, d'une seule traite, sans interruption possible, donnez-lui régulièrement toutes les 3 heures la petite cuillerée de potion, oui, la même au citrate de soude, contre les vomissements. N'oubliez pas le bain tous les... N'oubliez pas le bain tous les soirs. Donnez-lui en un autre cette nuit, s'il est agité, s'il crie comme il l'a fait. Docteur, fait Christine. Mais enfin, cette maladie qui continue après cette entérite guérie. Oh ça, pour ces crises-là, oh, vous savez, mon avis est qu'il n'y a qu'à attendre. Et il cherche... Christine, dit la grand-mère, il n'y a plus de potion. Il cherche autour de lui, par terre, dans l'air, à hauteur d'homme. Ses gants, non? Quoi donc alors? C'est une chose qu'il cherche à dire. Il la cherche comme si elle existait parmi les choses touchables. Je voudrais... Oui, peut-être. On pourrait essayer une petite piqûre apaisante qui réussit assez bien dans des crises comme celle-ci, qui calme la douleur, utile aussi dans les convulsions sans gravité qu'on peut craindre. Oh, une petite piqûre sans aucun danger, répète-t-il, la petitesse étant sans doute garante de l'innocuité. Vous allez peut-être chez le pharmacien, monsieur, pour la potion.
Descendez avec moi. » « Oui ?» fait Augustin étonné. « Je vous expliquerai en route ce qu'il faut commander pour cette petite piqûre. Voyons, madame, il ne faut pas être pâle comme cela, il faut être plus raisonnable. » Christine, détournée du médecin, d'Augustin, de toute la chambre, regarde sa mère et, face à la familiarité du vieux visage, laisse pleurer, en rares larmes spasmodiques, par doses distinctes et brûlantes, le désespoir d'un pressentiment sans nom. « Voyons, madame, » continue le médecin. « Ma petite Christine, » fait Augustin, posant sa main sur une épaule secouée. Et son ton dit, c'est si disproportionné avec le danger réel. Cette désapprobation sort de toute son attitude, en des sortes de mots silencieux. Il se tourne vers sa mère pour la prendre à témoin, pour chercher un appui à son opinion, pour lui conseiller à elle aussi la tranquillité nécessaire. Mais sur le vieux visage gris-pierre passa un bouleversement muet, où toutes les douleurs, l'actuelle, celle d'autrefois, celle pressentie, se mêlaient dans une longue science de la souffrance. Ce ne fut qu'un instant, non vu par Christine, à peine saisi d'Augustin et par hasard. Sur le champ, les réquisitions de l'activité, Christine qui peut regarder, bébé qui peut avoir besoin de tout. Reconquiert la pauvre femme, rejette hors de son présent ce grand pressentiment sombre, dont Augustin ne sait s'il est plus infondé ou plus terrifiant. « Monsieur, » fait le médecin à Augustin, « à peine dans la rue, je vous ai demandé de descendre parce que je vous dirai à vous ce que je n'ai pas dit à ces dames. » Deux yeux fixes, droits dans les siens, expriment une attention stupide et d'une immobilisante intensité. « Monsieur, » fait le médecin à Augustin, à peine dans la rue, « je vous ai demandé de descendre parce que je vous dirai à vous ce que je n'ai pas dit à ces dames. » Deux yeux fixes, droits dans les siens, expriment une attention stupide et d'une immobilisante intensité. Il existe ce qu'on appelle le cours normal et raisonnable des choses, des affirmations comme « le sol est dur, je suis en vie ». Elles sont le sens commun, les bonnes vérités solides. Elles vous soutiennent de leur fort appui, du moins l'ont-elles fait jusqu'à la minute précédente. Or précisément, voici qu'elles commencent de paraître singulières, comme si elles allaient se mettre à tourner. C'est toujours ainsi quand change le monde. Augustin voit la voiture neuve du médecin. Elle est belle. Elle est garée un peu plus loin, dans un renfoncement du trottoir, à cause des charrettes de paysans qui encombrent la rue. Il s'y dirige, le médecin et lui. Il est tout naturel qu'il s'y dirige. Il la dépasse. Ils marchent tous deux, à pas lents, vers des endroits quelconques, on ne sait où. Les quelques mots qui suivent augmentent le relief et le poids des premiers, leur donnent une densité de choses véritables et le droit de développer désormais en une lente vraisemblance tout leur don d'épouvante. Je voudrais me tromper. Je ferai à cet enfant ce soir ou demain une ponction lombaire, pour être bien sûr, mais je crains de l'être déjà. Dans la pensée d'Augustin, à la fois raidie et effondrée, tous les bruits de la rue entrent, avec aussi peu de résistance que dans la chambre d'un mort. Des gens passent, un homme conduit un cheval à la main et fait « Oh là, oh là !» Une grosse ménagère crie « J'avais bien dit, j'avais bien dit !» C'est au milieu de mots pareils, de tout simple, de toutes ces choses qui restent les mêmes, contre des carrioles, des maisons, des empilements de fromage sur le bord des trottoirs, exactement comme dans toutes les foires, dans cet ensemble inaffecté, que de terribles explications techniques, des phrases sans chaleur ni froid, d'une brutalité impassible vont la remettre debout, cette conscience inerte et qui s'effondre sous un martèlement de poings durs. Nous sommes des hommes, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas la pauvre mère. Suivent tous les termes de cette vérité, objectifs, multiples, détaillés, convergents, à laquelle, en d'autres domaines, Augustin avait conduit jadis sa dure et orgueilleuse douleur. Le beau cas classique, tous les symptômes, somnolence, amaigrissement continu et lent, cris dans la nuit, bien connus,
bien décrit, qui a un nom, raideur douloureuse de la nuque, intolérance d'aliments, vomissement, sui generis, sans effort, en fusée, qui a un nom lui aussi, irrégularité du pouls et de la respiration. Commençant, je le veux bien, trouble oculaire, commençant eux aussi. Et cependant, vous avez vu, n'est-ce pas, ce manque de parallélisme dans la vision latérale, le droit interne de son œil gauche est déjà paralysé. Horreur. Horreur. Nous ferions mieux de descendre du trottoir un instant. Un homme en blouse bleue y marche devant lui, sans regarder, porteur d'un sac énorme, grisâtre et qui sent le grain. Il n'est pas malade. Il est lourd, rouge, fort. Il sue. Attention, attention, cette voiture nous écraserait bel et bien. Et quelques pas plus loin, un coup de chapeau respectueux à une vague passante en noir. Le monde continue d'exister comme auparavant pour le médecin. Une épouvantable lumière commence de luire. Lampes successives dans une suite de caveaux. Ce coin-là, cet autre. Bien sûr, Augustin a vu ce geste de la main sous la nuque, ces jeux puérils avec le hochet. Mais sous les toutes petites formes qu'avaient choisi de prendre les énigmes mortelles, il ne les résolvait pas. Ce médecin qui croit qu'il a vu, lui, Augustin, mais il n'a pas vu. Là aussi, ne voit que ceux qui sont préparés à voir. Banalité de méthodologie scientifique qui, passée, reconnaissable pour qui vous a tant aimé. Rien dans son esprit qu'une sorte de passivité foudroyée, une sensation d'assommé, une perte brusque de toutes les vraisemblances de la vie. En 2 mots, je crains, je fais plus que craindre, la méningite tuberculeuse. Où a-t-il pu la prendre ? Ça, c'est une autre histoire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il l'a. Ça ne pardonne jamais, jamais, jamais. 3 petits coups secs donnés de haut en bas par son poing droit fermé, comme 3 coups de pompe. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.